C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Alors, écoutez-moi. Faut prendre le temps de prendre son temps. Fight Club est un film inauthentique. La critique de ce qu'on appelle un peu rapidement la société de consommation avait déjà été faite par le cinéaste Michelangelo Antonioni avec Zabriskie Point en 1970 et Michael Haneke dans Le Septième continent en 1991. David Fincher, juste avant l'an 2000, remettait le couvert avec Fight Club en 1999, d'après le roman de Chuck Palahniuk. Si Hollywood a pu par le passé réaliser des œuvres offensives, on peut être sceptique au fait qu'un film qui s'attaque ouvertement au capitalisme puisse être réellement subversif dans une société qui parle de nos jours le langage de la révolte et de la rébellion. But he's got about 8 minutes of a bank robbery that is absolutely sensational. Authentic stuff actually shot while the robbery was going on. You remember the Mary Ann Gifford kidnapping? It's that bunch of nuts. She's in the movie shooting off machine guns. This is really terrific footage. I think we can get a hell of a movie of the week out of it, maybe even a series. A series out of what? What are we talking about? Look, we've got a bunch of hobgoblin radicals called the Ecumenical Liberation Army who go around taking home movies of themselves robbing banks. And maybe they'll take movies of themselves kidnapping heiresses, hijacking 747s, bombing bridges, assassinating ambassadors. Well, we'd open each week's segment with that authentic footage, hire a couple of writers to write some story behind that footage, and we've got ourselves a series. A series about a bunch of bank-robbing guerrillas? What are we going to call it? The Mao Zedong Hour? Why not? They've got Strike Force, Task Force, SWAT. Why not Che Guevara and his own little mod squad? Look, I sent you all a concept analysis report yesterday. Did any of you read it? Well, in a nutshell, it said, the American people are turning sullen. They've been clobbered on all sides by Vietnam, Watergate, the inflation, the depression. They've turned off, shot up, and they fucked themselves limp, and nothing helps. So, this concept analysis report concludes the American people want somebody to articulate their rage for them. I've been telling you people since I took this job 6 months ago that I want angry shows. I don't want conventional programming on this network. I want counterculture. I want anti-establishment. I want counterculture. I want anti-establishment. Si ce film était aussi dérangeant qu'on le prétend, il serait proprement irrécupérable, tel Salo ou les 120 journées de Sodome en 1975 de Pier Paolo Pasolini. Tendance postmoderne, actuelle, qui renforce le système, comme on dit, tout en faisant croire qu'elle en est la dénonciation ultime. Piège qui a fait que le film est devenu culte, mot qui, en lui-même, en dit long. Au tout début, comme exorde, le film nous présente le narrateur, retenu prisonnier sur une chaise par Tyler Durden, sous la menace de son pistolet. On ne sait pas pourquoi. Mais, nous dit-on, ils sont tous les deux aux premières loges d'un théâtre de destruction massive. Les comités de démolition du projet Chaos vont faire exploser une douzaine d'immeubles dont les colonnes sont entourées de gélatine explosive. The Demolitions Committee of Project Mayhem wrapped the foundation columns of a dozen buildings with blasting gelatin. Et Tyler Durden précise que cela va avoir lieu dans 2 minutes 30. Petit problème narratif. Le film est commenté tout du long
par le personnage principal avec une énormité temporelle. Le récit du narrateur, un flashback, nous raconte son trajet pour en être arrivé là en 2 heures de temps, alors que tout va exploser dans 2 minutes 30. On peut critiquer cette bavarde voix off qui désigne du doigt et souligne sans arrêt au stabilo la problématique du film. Face à cette insistante démonstration, on aurait préféré qu'il nous fasse comprendre la même chose d'une façon suggestive. Le côté clinquant et brutal de la mise en scène, l'esthétique racoleuse de la photo, des mouvements d'appareil, donne plus la sensation de vouloir créer des effets et du rythme vaille que vaille, que de poser les choses et de les traiter rigoureusement. David Fincher est aussi un réalisateur de publicités et de clips de chanteurs comme Madonna ou George Michael. Le début de Fight Club joue de ce créneau clip MTV, avec moult effets, musique jeune et une caméra filant à 100 à l'heure. Les films cités plus haut ne procurent pas l'envie d'aller dans un supermarché pour consommer. Aucune jouissance contemplative. Ici, le spectateur est aspiré sur un mode frénétique d'effets visuels superflus et attractifs, ciblant au passage la nouvelle génération formatée par la télévision. Tout le film d'ailleurs est réalisé sur ce mode consumériste, en pleine contradiction avec sa soi-disant critique de la société de consommation, défaut qui condamnerait irrémédiablement le film. Arrêtons-nous plutôt sur sa problématique plus manipulatrice. Fight Club décrit l'abominable processus d'atomisation du capitalisme, en calculant ses coûts et profits jusque dans le moindre détail, enserrant le consommateur dans une vie calculée et morne, au point où ce dernier ne devient qu'un réceptacle des différentes marques. Il tente de nous ancrer dans la réalité, et les spectateurs voient tout de suite à quoi il est fait allusion, et peuvent ainsi se référer à leur propre amère expérience. Premier constat, la société d'abondance ne procure pas le bonheur. Le narrateur est un cadre employé dans une firme de construction automobile. Voyageant d'aéroport en aéroport, son travail consiste à répertorier les erreurs de fabrication pouvant provoquer un accident. Son existence est morne, et il s'est pris de passion pour son appartement meublé Ikea, dont il dévore les catalogues. Il vit seul, travaille seul, dort seul, mange dans des plateaux repas. Misère humaine, morale et sexuelle. Il veut s'évader de son quotidien. Tout quotidien n'est pas synonyme d'ennui, au point de souhaiter qu'il lui arrive un accident d'avion. Every time the plane banked too sharply on takeoff or landing, I prayed for a crash or a mid-air collision. Anything. Life insurance pays off triple if you die on a business trip. Pour se soulager de ses insomnies, il fréquente des associations et rencontre des gens gravement malades. C'est le groupe du cancer des testicules qui prend une place plus importante. Bob, ancien bodybuilder, représente ces hommes qui ont perdu leur virilité, leur dignité, au point qu'il a des seins, comme une femme, à cause d'une thérapie d'hormones. C'est l'un des rares points intéressants du film. Cette exhibition du malheur personnel à la face d'anonyme n'est qu'une mascarade. Ce n'est pas bien sûr tant le malheur qui est visé en soi, que le pathos du malheur, son fantôme, que la société libérale exploite dans la dégradation infinie des individus, forme spectaculaire et atrophiée qu'elle opère cyniquement et quotidiennement pour éviter que l'on découvre sa nature cruelle dans sa fuite en avant. La mort de l'individualité est déjà enclenchée dans ce processus, preuve que la bonté et l'entraide ne peuvent survivre que d'une façon grotesque et théâtrale. Ce phénomène
s'est aggravée avec Internet et les réseaux sociaux, où l'on assiste à un déferlement de pathos, condamnant l'individu à se répandre indéfiniment et inutilement sous une forme spectrale et numérique, dans ce narcissisme morbide, proliférant, qui singe la bonté et l'entraide pour ne pas voir qu'elles sont déjà réellement mortes. Losing all hope was freedom. D'ailleurs, le narrateur en devient comme drogué, renvoyant en un miroir grimaçant la comédie qu'il se joue à l'égal de ses congénères. Là, il fait la connaissance de Marla, une touriste, se nourrissant comme un vampire de la souffrance des autres. Théâtralisation ou cette comédie du malheur, aussi opérante dans La Révolte. Marla, the big tourist. Her lie reflected my lie. And suddenly, I felt nothing. I couldn't cry. So once again, I couldn't sleep. Et voilà qu'un jour, le narrateur fait la connaissance dans un avion de Tyler Durden, un vendeur de savon. Les deux hommes deviennent amis. À la suite de l'explosion de son appartement, le narrateur appelle Tyler et tous les deux se retrouvent au café. Ce dernier reprend sans détour le discours anticapitaliste à un moment où cette vieille critique est obsolète. Car nous ne sommes plus dans un monde d'aliénation, mais d'exhibition et d'émancipation. Consumers. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my underwear. Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Martha's polishing the brass on the Titanic. It's all going down, man. So fuck off with your sofa units and string green stripe patterns. I say never be complete. I say stop being perfect. I say let's evolve. Let the chips fall where they may. That's me, and I could be wrong. Maybe it's a terrible tragedy. No, it's just stuff. It's not tragedy. Well, you did lose a lot of versatile solutions for modern living. Fuck, you're right. No, it's... My insurance is probably going to cover it, so... What? Things you own end up owning you. Discours cru, exhibé, pleurs comme sexe. Le film, comme le capitalisme, séduit les gens par l'obscénité de l'économique, les prenant au niveau de la fascination perverse qu'exerce sur eux le capital dans son atrocité même. C'est la force du capital que de reprendre à son compte les plus vives critiques qui lui sont portées, sachant fort bien la destruction qu'il occasionne réellement. Il ne veut pas la révolte, mais son spectacle, ce qui lui permet de continuer son hégémonie en créant de faux ennemis. Auparavant, la révolte n'était pas admise et était réprimée. De nos jours, elle est ouvertement suscitée par les plus hautes instances. Le capital ne valorise que ce qui le valorise. Que nous raconte donc Fight Club? Il tente de nous parler de solitude, d'exploitation, de la marchandisation du monde, de rébellion. Il y a d'un côté le narrateur, qui est Monsieur Tout-le-Monde, ou Monsieur Personne. Cet homme, en un mot, commençant, dépérit. Il lui faut des excitants et il en trouve un au début en allant dans les associations où il se repaît du malheur d'autrui. De l'autre, il y a Tyler Durden, le tentateur, l'homme de la révolte, un simulacre, le parfait médiateur pour sortir de l'ennui sans proposer un monde meilleur, simplement une destruction. Il est aussi serveur dans un grand restaurant et asperge des plats de son urine ou de ses déjections. Tyler fabrique du savon de haute qualité avec la graisse extraite de l'hyposuction de bourgeois.
la sortie du DVD était vendue avec un savon, tel un vulgaire produit. Bref, le narrateur et Tyler Durden sont faits pour se rencontrer. Ils en viennent à se battre physiquement et d'exister par la douleur provoquée, à entrer dans une rivalité mimétique. Au départ, la douleur est une façon d'éprouver le monde, d'une manière sensible, y compris de mettre en jeu sa propre mort, pour prouver que l'on est en quelque sorte vivant ou qu'on existe. Cette rivalité se renforce par le retour de Marla dans la maison de Tyler Durden et couche avec lui dans des orgasmes outranciers et criards, dépossédant le narrateur d'une illusion sentimentale et sexuelle. What are you doing? Just going to bed. You want to finish her off? Comme tout groupe organisé, et même toute foule plus généralement, on désigne un bouc émissaire. Ici, la société de consommation. La solitude crée la tentation. Quand on s'ennuie, on n'existe pas. Peut-on encore exister, pourrait-on dire? Contre la solitude, il y a le regroupement en un corps constitué. Ici, le Fight Club. Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Fourth rule, only 2 guys to a fight. Fifth rule, 1 fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the 8th and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. Le Fight Club se situe dans une cave d'un bar et la maison de Tyler Durden est une espèce de bas-fond humide et crasseux. Cette maison est abandonnée, un squat insalubre, décor glauque et outré en dehors de la ville, symbole de leur déchéance et de leur exclusion, comme tout un tas de groupes minoritaires et rebelles, souvent petits bourgeois, qui prennent possession de lieux ne leur appartenant pas, vivant en marginaux à l'ombre du foie gras du capital. La société capitaliste fomente et suscite des radicalités dont elle tire profit. Ces extrémistes de gauche, comme on en voit depuis des années, n'ont rien de révolutionnaire. C'est du théâtre. Comme en 68, ils ne sont que les chevaux de Troie du capitalisme au moment précis où celui-ci mute pour aller plus loin. Ceux qu'on appelle les faibles, uniquement masculins, aucune femme ici, copie des uns des autres, se révoltent et deviennent de véritables petits tyrans violents et revanchards, avec à leur tête un chef autoritaire et viril, une incarnation physique et publicitaire de la révolte. Outre qu'ils travaillent et consomment, les vrais pauvres sont évacués. Ici, ces hommes sont en réalité ceux du ressentiment, l'homme du souterrain que Dostoïevski décrivait dans son roman Les carnets du sous-sol. L'homme de la rumination intérieure, exprimé par la voix off du narrateur, comme chez le romancier russe. Cette rivalité tourne au combat entre membres avant de s'exporter dans la société. Autrement dit, des fanatiques, un groupe fascisant et vitaliste, la souffrance est la grande école de l'égocentrisme, libéral de surcroît. Puis, le Fight Club devient le projet Chaos, où plus personne n'a de nom et où chacun commet des attentats, du vandalisme, des agressions un peu partout dans la ville. Finalement, il crée des adeptes par milliers dans toutes les villes, tissant un réseau secret et souterrain. Le projet Chaos n'est rien d'autre que l'apocalypse, une apocalypse de poche, autrement dit, le règne du diable sur terre, même sans religiosité ou du mal. La phrase de Kafka, une des plus sérieuses invitations du diable, est l'invitation à combattre, prend tout son sens. Faux dilemme.
D'un côté, la société de consommation aliène, et de l'autre, la seule alternative proposée est la révolte collective extrême et violente, comme allant de soi. Même voie de garage que le film Joker, en 2019, de Todd Phillips. Les grands révolutionnaires proposaient une révolte constructive, une vision. À l'opposé du 19e siècle, époque révolue, la révolte collective n'est de nos jours qu'un simulacre pour faire croire qu'elle existe encore. Le vieux mythe romantique de la révolte qui anéantirait une exploitation n'est que du théâtre vieillot et usé. On ne détruit jamais un système par une révolution directe. Car ce rapport de force ne fait que retourner au système et lui donner un nouvel élan. C'est un imaginaire que leur impose le système lui-même, qui ne vit et ne survit que d'amener sans cesse ceux qui l'attaquent à se battre sur un terrain qui est toujours le sien. Quand on veut détruire radicalement quelque chose, c'est qu'on ne veut pas s'avouer une admiration cachée. La déresponsabilisation de l'humain vient quand le mal est considéré comme n'étant plus le fait du sujet, ce qui implique qu'il n'est pas logé en nous, mais extérieur à nous. Les révoltés obsessionnels ne sont pas opposés au but de cette même société, mais sont jaloux qu'elle ne parvienne pas à les combler. En ayant fait de l'être humain contemporain son propre Dieu, mon désir fait loi, la consommation s'étend à tous les stades de la société, au point où l'individu est devenu le produit lui-même. S'émanciper de cette émancipation serait une alternative, l'émancipation ayant constitué la locomotive d'un imaginaire avec ses universaux qui permettaient d'inféoder toutes les autres cultures au même logiciel. Là est le piège. L'individu ne peut être comblé, même si on lui offrait tout à disposition. En accablant virtuellement les individus de dons, directement ou non, loisirs, sexe, droits, vacances, etc., le pouvoir tient leur vie sous sa coupe. Et comment se révolter contre un système qui vous donne trop? Cette émancipation à travers les médias et les réseaux sociaux, la réalisation virtuelle de tous les désirs dans cette volonté de transparence et de contrôle social rend le sujet apathique, désymbolisé, flottant, délesté de toute attache symbolique. Ce processus de sortir l'homme contemporain de sa condition ancestrale n'est pas subi, mais désiré. Nouvelle envie de soumission. L'homme, à l'égal du hamster, tourne sans cesse à l'intérieur de la petite roue de son moi. Vieux rêve d'un homme-machine pour administrer et plier à ses lois la totalité des intérêts humains en un marché autorégulé et mondialisé. Ceux qui voudraient illusoirement revenir en arrière ne sont que le miroir inversé des révoltés de Salo. Ce qui est fini est fini. Et c'est la force de ce système que de s'être alimenté au fil de son histoire de la déstructuration de tout référentiel pour asseoir la base de son pouvoir. D'où l'impasse actuelle. C'est à ce point où le film nous place. Il renverse tout l'échiquier. Un beau jour, Tyler Durden disparaît. La scène emblématique est quand ce dernier, conduisant une voiture avec le narrateur et quelques équipiers, se vautre dans un ravin. Peu après, c'est à la mort de Bob dans une mission terroriste du projet Chaos que le narrateur prend conscience qu'il doit empêcher Tyler d'aller plus loin. Ce projet déshumanise les hommes. Bob retrouve son nom, seulement
une fois mort. Dès lors, le narrateur tente de rattraper Tyler et de lui parler. Il le suit dans les aéroports et hôtels. Puis il apprend par un barman que Tyler Durden, c'est lui. Who do you think I am? Are you sure this isn't a test? No, this is not a test. You're Mr. Durden. You're the one who gave me this. Si Tyler Durden était une projection fantasmatique du narrateur, alors Tyler Durden était une mauvaise figure de la révolte, un leurre. Ceux qui prenaient cette révolte pour authentique sont pris à leur propre piège. Le narrateur a été abandonné par son père et Tyler Durden en était une substitution virile et publicitaire. Un Superman trash des bas-fonds. I don't understand this. You were looking for a way to change your life. You could not do this on your own. All the ways you wish you could be, that's me. I look like you want to look, I fuck like you want to fuck, I am smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. Oh no. Tyler's not here. Tyler went away. Tyler's gone. What? This is impossible. No, This is crazy. people do it every day. They talk to themselves, they see themselves as they'd like to be. They don't have the courage you have to just run with it. Fight Club est en fait un film malin, dans l'air de son temps. Au lieu de désillusionner, il entretient l'illusion tout en prétendant la dissiper. Au fur et à mesure que Fight Club avance, nous quittons le terrain de la prétendue autopsie réaliste de la société de consommation, pour partir dans l'extravagant, l'invraisemblable, vacuité totale. Le narrateur ne parvient pas à enrayer les explosifs que sa part maudite a disséminés dans plusieurs immeubles bancaires. À Hollywood, c'est toujours à la dernière minute. Le Fight Club a tellement infiltré la société qu'il a même des adeptes dans la police. Finalement, le narrateur se retrouve prisonnier de son double, donc de lui-même. Comment se débarrasse-t-il de son double? En se tirant une balle dans la bouche qui ressort par la joue. La scène est grotesque, même symboliquement, parce qu'on ne peut pas physiquement éliminer son double, un profond trouble psychique, de cette façon. Étrangement, Tyler a une blessure derrière la tête. My eyes are open. What's that smell? Tout comme on a du mal à croire au combat du narrateur et de son double dans les sous-sols de l'immeuble. Les psychologues ont dû être ébahis par une telle thérapie. Sur ce point, c'est Edgar Poe qui vient à notre secours, avec sa remarquable nouvelle William Wilson, où un individu est persécuté par lui-même. Son double le copie et le dénonce au jeu. Et quand William Wilson décide de se battre avec lui, il pense s'en débarrasser en le tuant. Mais il se rend compte, trop tard, qu'il vient de se tuer lui-même. Ce qu'Edgar Poe avait compris, David Fincher ne le comprend pas. Cette profonde incohérence n'est pas seulement narrative, mais ontologique, comme si le mal, ou le diable, n'était pas véritablement en nous, mais extérieur à nous, même s'il est notre double. Seul le film fait croire, fantasmatiquement, à cette incarnation du double extérieur à soi dans la réalité, pour retrouver la bonne part de soi-même en le tuant d'un simple coup de revolver. Le film se clôt et implose. Fight Club finit en happy end, avec feu d'artifice à la clé. En fait, un pétard mouillé. Rappelons-nous la fin. Le narrateur a tué son double et dit à Marla: But it's okay. Marla, look at me. I'm really okay. Trust me. Everything's gonna be fine. Alors qu'il a été gravement blessé, il prend benoîtement et sans trop de mal la main
de sa petite amie. Il contemple alors les immeubles qui explosent. Tout ceci est volontairement irréaliste, si l'on y regarde bien. Pourquoi? Premièrement, le narrateur semble avoir oublié que c'est son double destructeur qui fait sauter les immeubles. Il devrait en être effrayé. Nullement, alors que ce spectacle provient de sa propre tendance destructrice, en apparence détestée. Maintenant que l'on a en tête les images des Twin Towers s'écroulant le 11 septembre 2001, on ne peut pas imaginer qu'une dizaine d'immeubles, même vides, variante risible du terrorisme philanthropique, se fassent sans victime ou ne fassent que des dégâts matériels. De même, détruire les sociétés de crédit et l'intégralité des fichiers débiteurs pour créer un chaos économique et financier n'enraye nullement le système. Secondement, en prenant la main de sa petite amie et en terminant la séquence sur une image subliminale d'un phallus en érection, faussement subliminale, et associée à la destruction, le film jouxte simultanément jouissance sexuelle et jouissance d'anéantissement. Car ici, la suprême jouissance n'est pas dans l'acte sexuel, mais dans l'anéantissement, un anéantissement tout esthétique. Ce qu'il propose aux consommateurs apathiques et désœuvrés, en état de coma dépassé, c'est l'anéantissement esthétisé comme spectacle. Seule jouissance et seule consolation dans leur impuissance, comme les deux héros du film assistant à un spectacle théâtral. Point important. Rappelons-nous que Tyler Durden était projectionniste. Dans Fight Club sont insérées des images subliminales de Tyler à différents moments, puis l'image du phallus à la toute fin, chapeautant tout le film, pour bien rappeler que nous sommes dans une fiction. À un moment, l'image sort même de son cadre. David Fincher joue sur la notion de projection, la nature illusoire et factice du support cinématographique exhibant son code. Le film se termine afin de rejeter ce qui est montré dans la sphère du divertissement, comme duplication de ce qu'accomplissait Tyler Durden. Conséquence, finir par une telle pirouette, c'est retirer au film la critique de la réalité qu'il prétendait installer. Le sujet ici se voit peu à peu littéralement vampirisé par la mise en scène et la narration du film, qui comporte trop de contradictions pour être authentique. Esthétisation de la violence qu'elle dénonce, dénonciation du consumérisme, tout en saturant son imagerie de placement de produits. Critique du capitalisme par Hollywood, pur produit du même système. Fight Club n'est pas un film de rebelle, mais un film conformiste. Ce qui est visé ici, c'est la fiction elle-même, une illusion, retirant au cinéma ou à un art sa potentialité de dire des choses sur la réalité. Cette industrie de l'entertainment entretient l'autosatisfaction, glorifie le plaisir et le divertissement comme seule fin de l'art, ce qui équivaut à sa mort, à un désir de sa mort. Le système hollywoodien et économique actuel s'appuie sur des tendances de la société permettant au film de recycler la révolte en fétichisation de celle-ci. Une révolte virtuelle, vaine, sans effet. Il n'est pas étonnant que le film de David Fincher ait trouvé un large écho chez les jeunes rebelles d'aujourd'hui, avec, dans le même genre, Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Conséquence où la totalité du monde est lentement grignotée et mâchée par l'esprit de consommation. Le problème est que Fight Club devient une référence esthétique pour une certaine génération gavée de jeux vidéo, de télévision et d'Internet. Mise en comparaison avec d'autres films traitant le même sujet, la mise en scène permet de voir les supercheries de l'un et la valeur des autres. Fight Club se retrouverait instantanément dévalué comme banal produit de l'usine à rêves mortifère qu'est Hollywood. Fincher en est le projectionniste ultime, offrant aux spectateurs une jouissance esthétique de la destruction,
comme lot de consolation. Et c'est bien ce qui reste devant tous les écrans du monde. Try